Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour un si beau thème. Moi, j'ai envie de vous raconter une histoire, parce que c'est à peu près la seule chose que je sache faire, raconter des histoires. Mais ce sont des histoires vraies. Donc pour pouvoir les raconter, il faut avoir été les chercher. Il faut les avoir vécues. C'est ça le reportage. C'est ça le terrain. Et moi, mes terrains, depuis le début, ont été des terrains de guerre. C'est-à-dire des terrains où toutes les relations humaines sont modifiées. Il n'y a plus du tout la délicatesse, la politesse, la lenteur qui sont là dans nos sociétés qui ne sont pas en guerre. Ce sont des sociétés où tout est plus dense, où l'on va à l'essentiel, parce qu'on est en danger permanent. Mon premier terrain, c'était en Tchétchénie, il y a longtemps. Donc je devais avoir 28 ans, 28-29 ans, quand j'ai couvert cette première guerre. Très sale guerre, mais ça je ne le savais pas, puisque je n'étais pas encore capable de comparer. C'était ma première guerre. Maintenant que j'en ai couvert d'autres, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, je sais que la première guerre était la plus sale, sur ce tout petit terrain d'opération. La Tchétchénie, un mouchoir de poche, grand comme Rhône-Alpes. J'y suis arrivée en 1999, à l'automne 1999. Donc on est loin du 11 septembre 2001. On est bien avant le 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'on est bien avant toute cette guerre contre la terreur qui aujourd'hui est très présente, qui est arrivée jusqu'à nous et avec laquelle nous devons vivre, à laquelle nous devons faire face. J'étais aux prémices de cette guerre contre la terreur. Et à l'automne 1999, dans ce petit mouchoir de poche, il y a une armée régulière, l'armée russe, qui se bat contre des indépendantistes, les baïeviki, comme on dit en russe, des rebelles, des Tchétchènes qui souhaitent l'indépendance de la Tchétchénie par rapport à la Russie. Moi, je ne suis pas là pour dire s'ils ont tort ou s'ils ont raison. Je suis là pour regarder. Je suis là pour observer. Observer, pas uniquement pour garder pour moi, observer pour pouvoir ensuite raconter, transmettre, ce qui n'est pas facile. Parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir vraiment vu ce que l'on a vu. On n'est jamais sûr d'avoir vraiment compris ce que l'on a vu. J'ai vu beaucoup de choses. Et ce que je vais vous raconter, c'est un épisode bien particulier. En janvier 2000, alors que les forces armées russes sont en train de prendre possession de la capitale Grozny. Si on regarde une carte géographique, Grozny, c'est à peu près au centre de la Tchétchénie. Au nord de Grozny, c'est la plaine. Au sud, ce sont les montagnes. Des montagnes qui me rappellent mes Alpes natales. Je suis haute-savoyarde. Et ça m'a aidé, d'ailleurs, le fait de trouver une certaine familiarité dans ce terrain tchétchène, quand je me retrouvais à marcher des heures, des jours, des nuits durant pour passer les lignes de front avec des civils. Parce que c'est ça les guerres d'aujourd'hui, avec des lignes de front qui sont très mouvantes. Eh bien, au moment où je me retrouve dans la banlieue de Grozny, dans un village qui s'appelle Akhankala, je cherche à rentrer dans Grozny, justement, parce que je suis journaliste, parce qu'il faut que j'ai quelque chose à raconter. Et pour avoir quelque chose à raconter, comme je vous l'ai dit au début, il faut se mouvoir dans la guerre. Il faut essayer, non pas d'avoir toujours la bonne information, le scoop, ça m'intéresse peu, mais de saisir ce qui est en train de se passer. J'essaye de rentrer dans Grozny, je tourne autour de cette ville, je n'y arrive pas. Et puis, dans la nuit, je me rappelle très bien, d'un dimanche à un lundi, alors que je me trouve dans ce village de Akhankala, parce que j'avais prévu d'y dormir chez des civils, comme j'ai toujours fait, de toute façon dans la guerre, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus de vie normale. Je suis donc habillée en femme tchétchène,
parce que donc je porte le voile. Les Tchétchènes sont un peuple musulman. Je porte le voile à la tchétchène, c'est-à-dire pas de la même façon dont je l'ai porté par la suite en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Je m'adapte au milieu que j'essaye de comprendre. Donc je suis dans ce village, j'arrive, et dans la nuit, le village est réveillé parce que une vague de plus de 1000 personnes, 1000 indépendantistes, 1000 baïévikis, 1000 combattants, est en train de sortir de Grozny. Pourquoi ils sortent de Grozny? Ils sortent de Grozny, bien évidemment, parce que l'armée russe est en train de les pousser à sortir. C'est donc un tournant militaire de cette guerre. Moi, je suis à l'endroit où ils arrivent. Cette immense vague, donc, du lundi matin, qui vient de traverser un champ de mines. Donc, parmi eux, il y a des blessés, dont un grand leader, indépendantiste tchétchène, qui s'appelait Shamil Bassayev, qui était un peu l'équivalent, avant l'heure, d'Oussama Ben Laden, dont les Russes avaient mis la tête à prix. Le lundi, je vois que Shamil Bassayev est parmi les combattants blessés. J'ai une très grosse information, parce qu'aucun autre journaliste n'est sur place. Mais ce n'est pas ça sur lequel je veux insister et vous raconter maintenant. C'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que parce que ces indépendantistes sont passés par là et qu'ils vont bien sûr repartir vers le sud pour fuir, eh bien les avions russes commencent à bombarder ce village de civils, comme beaucoup de villages de Tchétchénie dans lesquels je me suis retrouvée. Parce que c'est ça, la guerre d'aujourd'hui. C'est se retrouver parmi des civils qui subissent la guerre, qui sont pris en otage entre ceux qui la font. Et dans les guerres d'aujourd'hui, ceux qui la font, c'est souvent une armée régulière contre des combattants qui ne forment pas une armée régulière. Et donc, nous commençons à être bombardés. Le lundi passe, c'est le mardi toute la journée que nous sommes bombardés. Nous n'avions plus rien à manger, bien sûr, mais le mardi matin, je me lève et je vais sur l'emplacement du marché où d'habitude il y avait quelques babouchkas, quelques vieilles femmes qui vendaient quelque chose de leur production ou alors des choses qui leur restaient des semaines précédentes. J'arrive sur ce marché, il n'y a que 3 personnes. J'achète une barre chocolatée, je me souviens très bien. Comme dans la publicité, je mords dans la barre. Et là, le ciel est noir. Le ciel est noir d'hélicoptères. Des hélicoptères qui volent si bas qu'on peut presque regarder le visage des pilotes. On peut presque discerner leurs traits avant qu'ils appuient sur le bouton. Et je rentre en courant dans la maison qui était la mienne, celle où j'avais dormi. Et je dis à la jeune femme qui est la propriétaire de cette maison, Larissa, où est la cave? Vite, il faut aller dans la cave. Elle me dit, il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de cave. Nous sommes elle, moi et 2 voisins qui étaient là. Je me souviendrai toujours, bien sûr, de leur visage, parce que j'ai passé avec eux un mauvais moment. Le bombardement commence. Il est intense. Il dure 5-6 heures. Les hélicoptères tournent les uns après les autres, ça ne s'arrête pas. Et l'héroïsme, pour moi, c'est Larissa qui dit, en plein milieu de ces heures où nous étions donc 4 autour d'une table. Moi, je me rappelle, j'étais assise par terre, c'était en janvier, j'étais assise par terre, à même le sol, près d'un poêle à bois. On essayait de se réchauffer. Et elle dit, qui veut boire du thé? Personne n'avait envie de boire du thé. Et elle dit, je vais faire du thé. Je me souviens de ses fossettes, de son sourire et de ses fossettes quand elle a dit ça. Je vais faire du thé, je vais faire bouillir de l'eau. Pour faire bouillir de l'eau, il fallait sortir dehors sous les bombes, prendre de la neige, la faire fondre, mettre le samovar sur le feu et faire bouillir l'eau. Et nous avons bu ce thé à 4 pendant des heures. Je déteste le thé maintenant, je ne veux plus boire de thé. Mais elle avait raison, Larissa.
elle avait tout à fait raison. Parce que la banalité de cette proposition, de boire le thé, c'était nous permettre de passer ce moment, de faire en sorte qu'il passe plus vite, de faire en sorte peut-être qu'on oublie ce qu'on était en train de vivre, et qui est le quotidien de la guerre. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et ça, c'est pour moi l'héroïsme en partage. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que depuis ce moment-là, je me sens, ce moment-là et tous les autres que j'ai vécus par la suite dans toutes ces guerres, qui ne sont pas terminées, je me sens comme un vétéran militaire, alors que je ne suis pas militaire. Mais le fait d'être justement une civile qui vient voir dans la guerre, sans y participer, c'est quelque chose qui justement m'a donné, moi, du courage et surtout la force de mettre en avant l'héroïsme des autres. Et les autres, c'est qui? Ce sont pour moi tous ces civils qui, dans tous ces conflits, toutes ces OPEX où vous êtes allés, où vous irez, peut-être, ont à vivre ce moment dans ce pays qui est le leur, ont à y survivre, à le dominer. Ça, pour moi, c'est l'héroïsme en partage. Merci à tous. C'était bien ? Merci. Anne Niva, qui pourrait en raconter d'autres sur l'Irak, l'Afghanistan. Anne, juste une question. On a tendance aujourd'hui, je le disais, à prendre le journaliste pour un héros dans les risques, les postures, la figure du photographe de guerre, etc. C'est son job de mettre à distance l'héroïsme aussi. Non, mais le journaliste n'est pas un héros. Les héros, ce sont ceux que nous allons voir, qui nous accueillent, qui acceptent de nous parler. Ce sont eux les héros. Nous, les journalistes, nous ne sommes que des transmetteurs, nous sommes des intermédiaires. Nous avons cette chance inouïe d'avoir un passeport français qui fait que moi j'ai choisi d'aller dans ces guerres et puis j'en pars, je les quitte. Les personnes qui m'ont tout donné, c'était pour moi le plus important, des informations en premier et puis le gîte, le couvert, parce qu'on m'a tout donné dans la guerre. Eh bien ce sont eux les héros et c'est eux qu'il faut mettre en avant. Anne Niva, merci beaucoup.